Oh, 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 oh. C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des détectives sauvages de Bolaño. Et pour ce faire, je vais d'abord commencer avec une petite anecdote. Je pense qu'elle pourra mettre en pratique ce que je ressens par rapport à ces textes. Cette année, pour le réveillon du Nouvel An, je suis allée le fêter à San Sebastián. Et vers 22h ou 23h, j'étais, on va dire, dans un état d'ébriété assez avancé. Et là, j'ai vu Bolaño. Et je l'ai vu plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un mec qui passait à côté de moi ou devant moi avec une paire de lunettes rondes ou métalliques, j'allais vers lui et je lui disais qu'il me faisait penser que c'était le portrait craché de Bolaño. On suivit des discussions où j'essayais d'expliquer l'art de cet auteur, ou l'histoire de 2666 ou des détectives sauvages, sans y arriver, sans jamais réussir tout à fait à... Alors, est-ce que c'était parce que j'avais 6 grammes dans chaque œil? Mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était comme dans ces rêves où on essaie de se battre avec des gens et que nos poings sont comme lestés, ou comme si on cherchait dans un tiroir et qu'on n'arrivait même plus à se souvenir de qu'est-ce qu'on cherchait. Cette anecdote, elle est là juste pour vous dire que maintenant, face à vous, même après avoir réfléchi, avoir écrit sur le texte, ben, je suis toujours dans cet état un peu. Je suis toujours dans cette frustration et dans cette impossibilité. Et je sais que je dis souvent que quand c'est un grand livre, c'est difficile d'en parler. Pourtant, je crois vraiment que c'est important d'essayer. Rien que pour cette raison. Quand j'étais là-bas, parce que j'avais lu Bolaño quelques jours auparavant, enfin que ça faisait des semaines que j'étais dessus, parce que je lisais assez lentement à ce moment-là, puisque j'écrivais en même temps, je me sentais dans un état d'esprit dans lequel on se sent assez rarement. C'est-à-dire que je me sentais ouverte au monde. Je sentais que n'importe quoi pouvait arriver et devait arriver, et que une certaine compliance, enfin je sais pas si on dit ça, peut-être que c'est un mot anglais, je sais pas, mais une certaine compliance au destin face à ce qui pouvait arriver. C'est vraiment grâce à ce livre que je sentais cette liberté. Même si c'était une liberté qui se résumait à aller emmerder des gens qui n'avaient rien demandé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez rare qu'on se sente comme ça. Ça nous arrive après avoir vu certains films, certains livres, et on se sent juste dans une sorte de gratitude, mais parfois il faut juste essayer de se demander aussi pourquoi. Qu'est-ce qui nous met dans ces dispositions-là? Qu'est-ce qui, dans les détectives sauvages, m'a fait me sentir presque comme un personnage de ce livre? Pour répondre à cette question, il faut déjà savoir de quoi il parle. Les détectives sauvages, ça a une structure assez originale, parce que c'est un roman qui est construit en 3 parties. La première suivant l'éducation sentimentale, sexuelle et aussi littéraire d'un jeune homme de 17 ans, je crois, qui s'appelle Garcia Madero, auprès de 2 figures du mouvement réal viscéraliste, Ulises Lima et Arturo Belano. Et ce mouvement, les réals viscéralistes, est lui-même inspiré d'un mouvement qu'a créé Bolaño quand il était jeune, qui s'appelait l'infraréalisme, et que lui-même appelle ou désigne comme une sorte de dada à la mexicaine. Au moment où Garcia Madero, Ulises Lima et Arturo Belano se mettent à fuir l'EDF, au moment où ils fuient cet endroit avec Lupe, une jeune prostituée que son macro recherche, on assiste alors à une coupure. Et cette coupure pourrait nous laisser entendre que ce qui s'est passé ensuite est plutôt funeste. Moi, pour ma part, je pensais qu'ils étaient morts soit dans un accident, soit dans un règlement de compte. À cause du personnage et de son journal intime, à cause de ce point de vue, on pourrait croire que Les Détectives Sauvages est un roman d'apprentissage d'une facture assez classique. En effet, on a un héros qui est plutôt jeune et inexpérimenté, et qui a une fascination pour d'autres hommes, pour ce groupe, donc des réals viscéralistes. Et on pourrait donc croire que Garcia Madero est le personnage principal du livre. On pourrait aussi croire que la question du livre, c'est est-ce qu'il va réussir à devenir poète? Mais assez rapidement, le livre se décale de ces questions. Pour moi, c'est presque une condition sine qua non à un bon livre. Un bon livre, c'est quand même un livre qui doit déjouer les attentes qu'on a, qui doit ne pas correspondre exactement à l'idée qu'on se faisait de lui. On comprend, en tout cas assez vite, que un des thèmes du livre, une des questions vraiment importantes, c'est la littérature, et dans sa forme la plus vivante, puisqu'elle sera personnifiée par plusieurs personnages qui vivent toujours dans le mouvement, toujours dans la fuite, dans un récit qui ne se stabilise jamais vraiment tout à fait. On pense par exemple à Maria Font, qui est une jeune poétesse qui fascine notre héros, enfin si on peut dire notre héros, puisque justement je dis que ce n'est pas vraiment un héros, et qui lui file entre les doigts. On peut penser à Lupe, qui elle fuit littéralement, ou à Peau Divine, et ces 2 derniers personnages pourraient carrément apparaître dans un film d'Almodovar par exemple. Il y a beaucoup de légèreté, d'humour chez Bolaño, mais en même temps une gravité. Et en faisant des recherches, j'ai pu apprendre que une des inspirations assez importantes pour ce livre, c'était Sur la route de Kerouac. Et
en effet, à partir du moment où j'ai appris ça, ça m'a rappelé une scène dans laquelle Dean, le personnage de Sur la route, est allongé sur un lit à fixer le plafond avec sa maîtresse du moment, et qu'on sent alors une sorte de mélancolie. Parce que même si c'est une jeunesse qui est vibrante, qui est pleine de vie, d'une vitalité folle et totale, elle a aussi cette part peut-être de réflexivité sur elle-même, de savoir que ce qui est fait aujourd'hui se défait demain. D'ailleurs, je crois que c'était un de mes passages préférés et que c'est un de ceux que j'ai cités quand j'avais fait ma vidéo sur la route. Sur la route. Donc, comme je disais, si le début se teinte d'une joie, il y a aussi, comme l'ombre nécessaire, le fait qu'il y a cette mélancolie de ce qui se défait déjà. La seconde partie est en quelque sorte une élégie pour la première. Montrer comment les choses se fanent, comment les choses peuvent parfois prendre un goût cendreux, un goût de mort ou de folie. Mais en même temps, cette seconde partie, c'est aussi le hors-champ, parce que toutes ces voix sont là pour tracer en quelque sorte un portrait robot de ces deux hommes qu'ont été Arturo Belano et Ulises Lima. Et ce faisant, ils parlent chacun de leur propre vie. Donc, on peut dire que c'est une sorte de livre aussi sur le hors-champ, puisque même s'ils sont comme une ombre, ces deux personnages, comme un fil qui fait un lien entre chaque récit, deviennent aussi des personnages secondaires, voire tertiaires, et parfois n'apparaissent presque pas dans les récits. Ce qui fait nous poser la question du titre. Qui sont les détectives sauvages? Moi, j'ai l'hypothèse que les détectives sauvages seraient les personnes qui recueillent ces récits de la seconde partie, qui est, je le rappelle, la partie la plus longue du roman. En fait, on a parfois l'impression, à leur manière de parler, à leur manière de s'exprimer, qu'ils sont face à des détectives ou des inspecteurs qui leur poseraient la question « Comment connaissiez-vous ces hommes-là? Qui étaient-ils » Et Belano est le double de Bolaño. D'ailleurs, quand on tape son nom sur Wikipédia, on voit qu'il est présenté comme le personnage principal des détectives sauvages. Et c'est là où on se dit que c'est intéressant, parce que ce personnage principal n'apparaît presque jamais en tant que tel, mais plutôt tout le temps passe par le prisme du regard ou de la parole d'un autre personnage. Donc il n'existe que par ce portrait robot, potentiellement infidèle, que tracent ces détectives. Bien sûr, c'est si ma théorie se vérifie, parce qu'on pourrait voir aussi ces détectives sauvages comme peut-être tous les personnages du livre, qui sont les détectives sauvages de leur propre vie, ou plus simplement comme Arturo Belano, Ulises Lima et Garcia Madero, qui partent à la recherche de Cesarea Tinarera, je sais plus, dans la troisième partie du livre. Parce qu'alors qu'on pensait que le livre allait partir encore faire d'autres rives, il revient vers le journal intime de Garcia Madero, et on part à la recherche de cette poétesse, qui aurait été la première réelle viscéraliste dans les années 20, l'épouse d'un torero atteint de manisme, ou en tout cas de petite taille, et dont le seul poème connu est une énigme. Ceci accompagné de Loupé, qui est poursuivi par son accro, et donc il y a une ombre un peu sombre qui les suit. Cette ombre qui pourrait être la mort, qui nous suit tous, dans nos quêtes, finalement. La poétesse qu'il recherche n'a laissé que peu d'indices sur sa vie, et chaque petite chose qu'il découvre se révèle assez frustrante, parce qu'elle n'indique pas tant de choses que ça sur qui elle a été ou sur son œuvre. Si on lit la dernière partie comme la genèse des réels viscéralistes, ou plus généralement de la poésie ou de la littérature, on s'aperçoit que ce n'est pas tant la naissance du poète, de la poésie qui compte, que son apparition dans la vie en général. En fait, ce que je n'arrive pas à m'expliquer avec Bolaño, c'est qu'à chaque fois que je le lis, je ressens le besoin de continuer à le lire, d'en lire d'autres, parce qu'il y a comme l'énigme que serait la vie, et peut-être par extension l'énigme que serait la littérature, et de s'apercevoir souvent à la fin de ces livres que l'énigme, ce qui compte, c'est l'énigme plus que la résolution de l'énigme. On veut les lire tout en sachant que la réponse n'y est pas, que ce qui est intéressant, c'est la question. Et c'est peut-être pour ça que le récit se clôt sur un dessin de Garcia Madero qui fait écho au seul poème laissé par Cesarea. Des dessins qui représentent des sortes de devinettes, des sortes d'énigmes, comme une question posée au lecteur. On remarquera aussi dans le texte les références à 2666, le livre qui reste à écrire, sans parler des références aux autres textes de Bolaño, qui nous fait nous dire qu'avec cette grande liberté qu'il a dans le tissage de chacun de ses récits, on aurait peut-être affaire à une grande œuvre monstrueuse. Peut-être qu'il n'y aurait pas, 25 livres de Bolaño, mais un grand livre où la notion même de personnage ou d'histoire n'est qu'un mirage, qu'un miroir aux alouettes. Et je pense que c'est peut-être comme ça que la littérature est le plus vivante. Et je pense que c'est peut-être pour ça, pour revenir à la question que je posais, que ce genre de livre nous met dans ce genre de disposition.
c'est cette ouverture que j'ai ressentie, cette liberté, elle ne vient peut-être pas tant de l'histoire de Détective Sauvage que de la forme. Donc pour conclure, je sais que j'ai sans doute échoué à vous expliquer exactement de quoi parle ce livre. Mais je pense que ce n'est pas grave. Je pense que ce n'est pas ça qui importe. Donc là, c'est le moment où je suis censée vous dire qu'est-ce qui importe, mais je préfère faire une fin à ma vidéo comme Bolagno. Donc voilà, à vous d'y réfléchir.